petit coussin Avengers pour se mettre bien. J'en ai parlé dans la dernière vidéo d'ailleurs du MCU. Donc, hello, hola, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos et bienvenue à tous les futurs potentiels petits cocos sur ma chaîne. C'est mieux là, je vais te mettre ta petite couette en place. C'est parfait, je crois, j'espère. Donc comme le titre le suggère, pour cette semaine, dans ma vidéo, je vais vous présenter 3 autres séries littéraires que j'ai adorées, que je vous recommande chaleureusement et que j'espère un jour obtenir en version papier. Soit je les paierai, soit on me les offrira. Je donne des petits indices pour potentiellement les membres de ma famille qui regardent des vidéos, idées cadeaux, tout ça, tout ça. Je vais donc commencer par vous parler de la série la plus connue dans la communauté des gens qui ont lu, c'est-à-dire aussi bien ma maman que moi et potentiellement je crois ma sœur. Nous avons lu toutes, alors que c'est 3 générations un peu différentes, enfin bon ma sœur et moi on est plus proches que ma mère et moi, mais vous avez compris. Nous avons toutes lu cette série qui s'appelle La Sélection. Donc dans cette série, il y a 5 principaux tomes et 5 nouvelles qui peuvent tout aussi bien être assemblées dans un tome appelé Happily Ever After dans le Goodreads anglais, mais je sais pas si on a l'équivalent en français. En tout cas en français je sais qu'il y avait plusieurs petites nouvelles sur chaque personnage secondaire. Le premier tome, La Sélection, est apparu en 2012 et la suite, l'élite, l'élu, l'héritière et tout ce qui a suivi, vous voyez j'ai un petit peu oublié le dernier tome, c'est les 5 principaux tomes, ça a été jusqu'en 2016. Et ben moi j'ai plutôt tout lu je pense, j'avais déjà les 3 premiers tomes qui étaient sortis, j'ai attendu les dates de sortie pour les 2 derniers et je crois que j'ai pas lu exactement dans le bon ordre les nouvelles qu'il fallait lire, mais en tout cas c'était une bonne lecture pour moi au collège. On en parlait avec une autre amie à moi, la même qui avait le même prénom que moi et qui lisait, et qui du coup avait lu les mêmes livres que moi et elle avait bien aimé elle aussi. C'était très bien pour les collégiennes quand elle était. Ma maman elle a bien aimé aussi alors qu'elle était quand même beaucoup plus... Enfin, elle était hors du collège depuis un moment. Et ma soeur je sais pas si elle a trop kiffé. Mais même en tant qu'adolescente / jeune adulte, je sais que je kiffe toujours l'histoire. Est-ce que c'est une question de nostalgie? Peut-être. En attendant, moi je vous invite à essayer. Je sais qu'il y a une polémique autour du fait que le personnage principal soit peut-être une pick-me, comme je vous ai déjà expliqué dans une des vidéos précédentes. C'est un personnage qui se croit spécial, unique, qui pense qu'elle peut faire des décisions mais les autres peuvent pas trop. C'est un peu hypocrite, un peu... Elle irrite les nerfs mais en même temps elle est pas méchante, donc voilà, c'est un peu les pick-me. Donc apparemment c'est un thème récurrent chez l'autrice de cette série, Kiera Cass, qui a écrit quelques autres livres depuis. J'en ai lu certains et je compte en lire d'autres de cet auteur. Et en général elle écrit des romances très cute, très mignonnes, très douces. Là c'est la romance où on va dire c'est une série dystopique avec un peu un style bachelorette. Sauf que y a un petit aspect, mais vraiment léger dystopique en fait. Ça se concentre beaucoup quand même sur la romance. Moi je me plains pas, mais si vous cherchez par exemple un univers parfait ou quoi, qui nous fasse bien rentrer dans l'univers, dans le royaume, dans le système juridique, social, tout ça, c'est expliqué, ça revient plusieurs fois, mais c'est pas genre... le centre de l'histoire, je dirais. On est quand même beaucoup plus concentré sur le triangle amoureux. Ça consiste en fait en un personnage principal qui s'appelle America, dans le monde futur de l'Amérique qui a plus du tout ce nom. Elle sort en secret avec quelqu'un d'une caste inférieure à elle, parce qu'en fait dans leur monde, c'est un peu comme Hunger Games ou Divergence, il y a des différentes castes. Donc les sociétés sont séparées en 7 castes, 8 castes je crois. Et en gros, elle fait partie de la caste 5, donc ça veut dire qu'elle est obligée de faire un métier créatif. Donc chanson, peintre, jouer un instrument. Donc plus on monte en caste, plus on est riche, plus on a une bonne situation. Alors que plus on descend, plus c'est la galère. Donc elle est dans la caste 5 et elle sort secrètement avec son ami d'enfance qui lui est dans la caste 7. Ouais. Et donc le truc c'est que si jamais elle veut finir avec lui, le marier et tout ça,
En gros, ça veut dire qu'elle est obligée de descendre dans sa caste. C'est pas lui qui remonte dans la caste 5, non, c'est elle qui descend. Donc, évidemment, les parents, ils souhaitent pas ça en général. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le prince fait une annonce qu'il est à la recherche d'une fiancée et qu'il va faire pour ça son émission de sélection qui consiste à prendre plusieurs candidats de toutes les castes qui vont postuler volontairement, les sélectionner au hasard. Et ensuite, il va faire par élimination celles qui lui plaisent pour ensuite atteindre l'élite, donc les 6 dernières qui lui plairont le plus, et ensuite choisir son élu qui sera la future reine du royaume. Et du coup, sa maman, elle l'a inscrite à America là-dedans, donc elle sort toujours avec Aspen, mais elle l'a jamais dit à sa maman. Et elle est donc pas du tout intéressée par le prince Maxon, mais elle croit au moment où elle fait la photo pour faire plaisir à sa maman, pour rentrer dans le dossier de sélection possible, que Aspen est en train de lui préparer ses fiançailles, donc elle est trop contente, elle fait le plus beau sourire sans s'en rendre compte, et ça fait qu'elle est tellement belle qu'elle est sélectionnée pour faire partie des candidates. Et donc elle est envoyée au château et elle y va, elle est d'accord pour y aller seulement pour l'argent et parce que Aspen lui-même finalement il fait un truc un peu bizarre qui sort de nulle part, il on va dire casse rond avec elle et elle est en mode quoi mais et donc elle a le cœur brisé et donc elle y va, elle s'attend pas du tout à draguer le prince Maxon, elle met même en crise de panique et c'est là qu'elle fait la rencontre du prince Maxon lorsqu'elle arrive tout juste au palais le soir alors qu'elle n'est pas censée du tout le croiser et qu'elle est dans les jardins en train de hyperventiler et là boum il la rencontre, il l'aide et tout, il fait son prince charmant en gros et elle est en mode j'ai pas envie de m'attacher à lui. Et ensuite l'histoire continue et moi ça m'a beaucoup plu. Je me rappelle en fait plutôt de pas mal de scènes de chaque 3 des tomes. Et les 2 derniers tomes sont sur les enfants des personnages principaux qui se concentrent sur l'héritière donc du trône, sur aussi du coup les autres enfants des autres personnages qui apparaissent parce qu'en fait il y a plein de personnages, elle fait des rivalités mais aussi bien des amitiés avec les autres candidates de la sélection. Aussi, elle a des servantes qui vont l'aider, qui seront toujours là à ses côtés, et du coup, il y a un petit lien qui se crée. Bref, moi, vous savez, j'aime bien les relations dans les livres, donc c'est pour ça que c'est un truc qui m'a beaucoup plu. C'était léger, c'était mignon, c'était pas un truc difficile à lire. C'est pas un Hunger Games, par exemple, où la dystopie, on parle quand même pas mal de sujets politiques et tout ça. C'est léger. Et moi, j'aime ça. Donc... c'est l'autrice qui a publié qu'elle était en train de voir les scénarios avec Netflix pour pouvoir adapter le livre en film. Ça fait un petit moment que ça dure maintenant, donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, si ça a été abandonné le projet, ou si oui, enfin, on va avoir un truc potentiel dans quelques années ou quoi, parce que ça fait un moment qu'on est là-dessus. En tout cas, moi je croise les doigts, je suis toujours pour une adaptation, j'aime bien, ça donne aux gens l'envie de lire le livre potentiellement. Et puis, même si je sais qu'en général il y a des modifications qui peuvent ne pas me plaire ou quoi, c'est quand même se replonger dans le monde et ça me fait un petit peu plaisir. Bien, je vais ensuite vous parler de la série que j'ai pris le plus de temps à finir. D'ailleurs, en soi, je l'ai pas fini, mais j'ai fini la série principale. Tout simplement parce que je voulais pas que ça s'arrête. J'ai grandi avec ces livres. Donc, ouais, j'avais un attachement particulier aux personnages et aux romances et aux actions, au dénouement et tout ça. Donc j'avais pas envie de voir la fin, mais j'ai dû voir la fin juste avant que l'adaptation sorte sur Netflix. Donc je vous parle de la série L'école du bien et du mal. Elle est divisée en 6 principaux tomes, sauf que c'est 2 trilogies. Donc il y a une première trilogie, si on s'arrête là, ça peut tout aussi bien être une bonne lecture. Ceci dit, ils ajoutent des éléments dans la deuxième trilogie qui au début je trouvais non nécessaires, mais avec le dernier tome, j'ai pleuré mes larmes entières, je me suis desséchée à cause de ce livre et tout simplement il était génial. Donc j'avoue, je me rappelle moyen des 2 d'avant, si quand même du premier de la deuxième trilogie, mais celui du milieu j'avoue je pense qu'il a pas dû me plaire ou quoi parce que j'ai pas gardé grand chose en mémoire, mais le dernier anyways. Et il y a aussi 2 tomes sur les origines de l'école du bien et du mal. Et en fait, ils sont d'ailleurs sortis récemment. Je ne les ai pas lus, je ne savais pas qu'ils étaient de sortie. C'est en faisant mes recherches sur Goodreads que je les ai lus. Et je me suis dit, vu que c'est plus du tout sur mes personnages à moi, mais sur plutôt le background, sur l'histoire de comment l'école a été fondée et tout ça,
vu qu'ils ont déjà plusieurs fois un peu abordé le sujet dans la série de 6 tomes, je suis pas à fond pour le lire tout de suite de toute façon, donc je me suis mis dans ma pile à lire, mais je ne vais pas le lire tout de suite. Mais c'est prévu. Donc la première série, elle est sortie, chaque tome est sorti une fois par an, donc tous les ans il y avait un nouveau tome, c'était de 2013, 2014 et 2015. Puis ensuite, il y a eu une petite pause de 2 ans, et en 2017, il a sorti la deuxième la deuxième trilogie. Et d'ailleurs, il a refait encore 2 ans pour sortir l'autre tome, qui est sorti en 2019, que j'ai lu à sa sortie. Mais finalement, justement, d'avoir attendu autant de temps et tout, ça m'avait plutôt déçue, juste après ce qui s'était passé dans le premier tome de la nouvelle trilogie. Du coup, j'étais à la fois pas pressée de lire le suivant, et à la fois j'étais en mode si ça c'est le dernier, et qu'il y a tout ce bordel à résoudre du deuxième, là, de la deuxième trilogie, ça va faire beaucoup, j'ai peur d'être déçue, et à la fois j'ai peur justement de pas être bien de la fin, de devoir dire au revoir à tous mes personnages, et comme je l'ai dit, c'était dur. Puis j'ai appris que tout simplement sur Netflix, l'auteur Soman, alors j'espère que je prononce bien son nom, Soman Chainani peut-être ça se dit, je ne sais pas. J'ai eu peur que quand il a annoncé qu'il y aurait l'adaptation, je me suis dit ça se trouve ça va beaucoup plaire sur Netflix, et du coup potentiellement ils vont faire la suite petit à petit, tous les ans il y aura un nouveau film ou quoi, et du coup je me suis dit vas-y, il faut que je lise le dernier tome, comme ça je me remets dans l'ambiance de cet univers juste avant de voir le film. Ah bah, je me rappelle que c'était au tout début quand je reprenais à peine ma lecture en 2022 du coup, pendant mes études, et en gros j'étais très lente, et c'est le premier tome où je me suis fixé des dates, et je m'étais laissé je crois 10 jours ou même plus pour le lire, parce que c'était un gros tome de 600 pages et quelques. Donc j'étais en mode ouais ça va me prendre du temps parce que maintenant je suis plus aussi rapide qu'avant. Ah non hein, je suis re-rentrée dans l'histoire, j'ai lu ça en une semaine, j'étais à fond, j'ai chialé toutes mes larmes, je l'ai déjà dit mais je le répète parce que c'était vraiment genre c'était les retrouvailles de la lecture, pour moi c'était le retrouvaille de la sensation de m'accrocher à des personnages fictifs, et surtout de pleurer une fin, une mort potentielle, spoiler alert je ne dirai pas qui. Et ensuite j'étais en mode mais je m'en remets pas, et jusqu'aux 20 dernières pages où en fait il y a quelque chose qui se passe que j'avais trop envie de voir arriver depuis 6 livres maintenant, qui arrive enfin, j'étais en mode yes et j'ai pleuré parce que c'était la fin tout simplement. Donc ça m'a marqué dans le sens où ouais j'avais pas fait ça depuis un moment du coup, et là les vannes étaient rouvertes. Donc en fait c'est surtout une réécriture de contes de fées on va dire, et c'est un roman fantastique du coup je dirais. Parce que tout simplement ce dont ça parle c'est de Agatha et Sophie, des filles qui sont diamétralement opposées. Agatha est très sombre, négative, antisociale et tout ça, et Sophie est extrêmement mignonne, elle fait attention à tout le monde, elle rend service à tout le monde, et Agatha est souvent réputée pour être la sorcière du village, tandis que Sophie est celle que tout le monde admire. Mais justement, je dirais que dès qu'on est dans le point de vue de Sophie, on se rend compte qu'elle est un peu arrogante, et Agatha, dans son point de vue, elle pense pas à mal ou quoi que ce soit, elle est juste vraiment... le monde s'acharne contre elle, quoi. Et ce qui se passe, c'est que Sophie, elle a grandi avec les contes de fées qu'on lui disait, et dans le village, elle s'était rendu compte que finalement, chaque année, il y avait des enfants qui ont été kidnappés, qu'on n'a jamais revus, à part dans les illustrations des livres de contes de fées. Et du coup, c'est devenu un peu une légende que en fait, quelqu'un venait les attraper, les kidnapper, pour les emmener dans une école afin de les former à devenir des méchants ou des gentils de personnages de contes de fées. Et du coup, Sophie, elle rêve de ça, elle rêve d'être une princesse, d'aller à l'école du bien. Et Agatha, elle est en mode, moi je veux juste pas perdre ma meilleure amie. Donc Sophie a fait tout pour se faire kidnapper, et Agatha, elle la suit en mode non, je vais l'empêcher de se faire kidnapper, elle est malade ou quoi. Et du coup, ce qui fait qu'elles sont toutes les deux emportées dans l'école du bien et du mal. Sauf que, Agatha atterrit dans l'école du bien. Oh, Sophie atterrit dans l'école du mal. Et c'est là qu'ils font la rencontre de tous les enfants d'eux, donc les enfants du capitaine Crochet, les enfants de la sorcière dans Hansel et Gretel, les enfants de Cendrillon, les enfants du roi Arthur, le prince Théodose. Et là, dans tout le tome 1,
En gros, Agatha va essayer d'aider Sophie à ce qu'elle retourne à l'école du bien comme sa meilleure amie le souhaite, une fois qu'elle a compris qu'elle pouvait pas rentrer chez elle. Et Sophie va extrêmement se servir de Agatha et de Tedros afin d'obtenir son but, ce qui en soi n'est pas très altruiste de sa part, ce qui peut peut-être confirmer que oui, elle est bien à sa place. Et Agatha, elle se rend compte que une fois qu'elle oublie d'être si négative, de repousser les gens ou quoi, elle a une petite chance d'être en fait aimée des gens. Donc, je n'en dirai pas plus, bien sûr il s'ensuit des tas de choses. J'adore les relations entre les personnages, j'adore l'amitié aussi. Au départ j'étais en mode, moi je fais pas confiance à Sophie tout simplement, donc j'étais en mode c'est une fausse amie ou un truc comme ça. Et on continue l'histoire et au bout des 6 tomes, on se rend compte qu'elles ont un lien unique. Même si c'est pas toujours facile et qu'elles sont à moitié ennemies, elles sont aussi meilleures amies, c'est tout un truc et moi j'ai beaucoup aimé ce développement des personnages aussi. Parce que par exemple un personnage secondaire du premier tome qui est juste débile, il va devenir finalement quelqu'un de si important dans la fin. Je parle de Hort, mon personnage favori, donc pour ceux qui ont vu les films, vous vous dites comment ça peut être son personnage favori, il est débile. Je suis d'accord, et en plus dans le film ils l'ont pas rendu justice, il est encore plus débile que dans le livre et moins attirant. Après, ils ont été fidèles à son caractère de je suis complètement sous le charme de Sophie et je veux absolument tout faire pour Sophie, et Sophie qui est en mode je le remarque même pas, il est pas fait pour moi, c'est pas un prince. Donc, est-ce que c'est enfantin? Ça l'est pas mal. Dans les livres, il y a quand même des passages où ça ne l'est beaucoup moins. C'est entre le enfantin et le jeune, genre adolescent. Mais comme je suis assez nostalgique, j'ai littéralement dû attendre à chaque fois les dates de sortie, donc j'ai littéralement grandi avec ces livres. J'avoue que moi, je reste à jamais attachée à ces livres. Je me rappelle que pour un anniversaire, on m'a demandé de recommander un livre à une amie de la famille. Et j'ai conseillé, selon les goûts qu'on m'avait dit qu'elle aimait bien, ce livre-là. Et donc on l'avait acheté. Et quand je l'ai vu, j'ai regretté direct de ne pas l'avoir moi en papier parce qu'il est magnifique en fait ce livre. Il est gros, mais il est magnifique. Donc avoir les 6 comme ça, comme j'aurai là cette série-là aussi de reprises de contes de fées, moi je kiffe ça. Justement, j'aime bien voir comment les gens, les auteurs adaptent ces vieux contes de fées. Moi-même, quand j'étais au collège, j'ai tenté d'écrire une histoire similaire où on modifie les contes de fées et on les implique dans notre monde moderne et c'est tout un truc. Ça, les contes de fées, comme j'ai littéralement grandi avec Disney et tout ça, j'adore voir comment ça se transforme. Ce sera tout pour cette partie de la vidéo sur l'école du bien et du mal. Et donc, pour finir en beauté, avec la 3e série dont je compte vous parler et qui est très peu connue je pense. Enfin non, elle a beaucoup de lecteurs sur Goodreads, mais je pense en France c'est peu connu parce que ça peut intimider pas mal de gens, mais c'est totalement worth it. Donc ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. C'est génial, j'adore cette série. Donc, il s'agit de la série Psy-Changeling. Alors je l'appelle comme ça, je ne sais pas si c'est Psy-Changeling ou Psy-Changeling, ça dépend comment vous prononcez. Tout simplement, il y a le bémol qui peut en repousser pas mal, c'est les 22 tomes que ça fait, ça c'est les principaux tomes, et il y a quasiment 40 petites nouvelles, mais souvent elles sont juste incluses dans les 22 principaux tomes, donc en fait il n'y en a qu'une dizaine qui sont hors la série de base. Moi je les ai même pas tous lus, tout simplement parce que dans les 22 tomes, j'étais pas au courant qu'il y avait les derniers parce qu'ils sont sortis que en anglais. Donc j'attends, jusque-là j'attendais la version française parce que je les avais toujours lus en français, mais maintenant que je suis largement assez à l'aise pour lire en anglais, je pense que je les téléchargerai en anglais dès que j'en arriverai là dans ma pile à lire. Et les nouvelles, en gros, que j'ai pas lues, la plupart je me dis c'est pas grave si je les lis pas, il y en a quelques-unes j'ai vu le résumé, ça me donne envie, je vais les lire, c'est pareil, ce sera ajouté à ma pile à lire. Ça c'est selon Goodreads si vous regardez, parce qu'en fait Goodreads, même si on tape le titre en français, une fois qu'on clique sur le lien pour voir toute la série et les tomes à la suite, comme c'est un site américain, ça retourne sur les titres américains et les parutions américaines, ou anglaises, en tout cas anglophones. Et du coup, ça fait que parfois, c'est pas exactement la même chose en France. Mais
ça me permet, moi, en tant que personne bilingue, de savoir où j'en suis dans ce que j'ai prévu de lire. J'ai du coup commencé que au collège ces livres-là. Et c'est là que je me suis demandé tout à l'heure en regardant sur Goodreads, c'est depuis quand ça s'est publié, parce que ça fait quand même pas mal de tomes, donc si elle fait ça environ tous les ans, c'est chaud. Et bah j'ai raison, elle fait ça depuis un moment, ça fait depuis 2006. Et le dernier en date qu'elle a sorti était en 2020, donc elle a charbonné, hein, Nalini Singh, l'autrice. Parce que moi j'adore son écriture, c'est un univers qu'elle nous a fait rentrer petit à petit par chaque histoire. Chaque tome, c'est un nouveau point de vue, donc un nouveau couple, et j'adore ça. D'ailleurs, dans l'école du bien et du mal, ça alterne les points de vue entre les chapitres, mais c'est principalement Agatha et Sophie. Des fois, on a le fameux thé de rose dont je vous ai parlé. Mais ensuite, pour retourner sur la sélection, c'est quasiment toujours America le point de vue. Donc ça, je vous ai toujours dit, mais j'adore quand ça change de point de vue. Donc dans Psychangeling, c'est deux personnages principaux, donc le garçon et la fille souvent, donc le couple, et chaque chapitre on change, ou même chaque passage on a différents points de vue des deux couples, mais ensuite quand on passe à un tome suivant, c'est un autre couple. Parfois c'est des personnages qu'on a déjà vus en tant que personnages secondaires dans les tomes précédents, parfois c'est de nouveaux personnages, et moi j'aime bien. Alors j'avoue, je préfère quand c'est des personnages que j'ai déjà vus, comme ça j'ai déjà l'attachement émotionnel. Mais j'ai quand même bien aimé quelques introductions de nouveaux personnages. J'ai bien aimé les romances. En général, c'est bien décrit. C'est un monde un peu paranormal, futuristique et très érotique. Parce que du coup, c'est une des premières séries, après After, où en plus d'avoir du fantastique, j'avais du cul. Du coup, j'étais en mode, oh, de l'érotique, des scènes. Et genre, il y a du fantastique. Enfin, pas du fantastique, du surnaturel, de la métamorphose, plus des scènes olé olé. Et ben dis donc, moi je me rappelle, j'ai lu ça, je pense c'était en troisième, quand j'étais en troisième, donc la dernière année de collège. Et en plus c'était l'été, je me rappelle que j'ai commencé à le lire parce que je me rappelle c'était la canicule, donc je pouvais plus lire dans mon lit en mezzanine en haut. Je dormais sur un tatami en bas du sol pour avoir le plus d'air frais possible parce que j'étais en train de cramer dans ma chambre. Et en fait, comme j'arrivais pas à dormir tellement que j'avais chaud, je prenais ma liseuse et je lisais et j'arrêtais pas, je me retournais, je continuais à lire et je me rappelle que j'ai lu plein de tomes comme ça de nuit quand j'avais trop chaud et je kiffais. Donc, pour résumer, il s'agit d'un monde, comme je dis, un peu futuristique où en fait il y a trois sortes d'espèces dans le monde. Il y a les humains normaux comme toi, moi, tout le monde, nous les lecteurs, Bano, ça n'existe pas, ouais, donc c'est banal avec un S. Et ensuite il y a les psys qui ont en fait des capacités mentales, donc télépathie, un peu de télékinésie, parfois ils ont des visions, parfois ils ont la capacité de ressentir des émotions. Enfin non, justement ça fait un moment qu'il n'y a plus. C'est tout un univers relié aux capacités non physiques. Et ensuite, on a les changelings qui sont des créatures humaines à moitié animales qui peuvent se métamorphoser en ces animaux, qui sont beaucoup plus tactiles, forts, ils ont un bon odorat, ils sont un peu comme des loups-garous, version ça peut être tous les animaux, pas que les loups. Et en gros, ces trois espèces-là, il y a eu plein de fois des mini-guerres entre eux et du coup, ce qui s'est passé, c'est que aussi les psys, comme souvent ils perdaient le contrôle de leurs capacités, ils ont mis en place un système qui s'appelle Silence avec un grand S, qui leur est inculqué à la naissance de ne plus ressentir les émotions, en gros, de se fermer, de devenir juste presque quasiment des robots, de penser au business, le profit et d'être très égoïste, mais de ne pas ressentir les choses parce que sinon c'est là qu'on perd le contrôle de ses capacités. Et du coup, à l'inverse, les changelings, eux, sont très dans l'émotion, dans le sensuel, dans les relations. Et ce qui fait que, par exemple, quand on commence la série, on suit un certain personnage qui, elle, arrive plus du tout à contrôler ses émotions et elle doit le cacher parce que sa maman, par exemple, c'est une des psys les plus importantes de l'univers des psys, de tout le psynet. Donc le psynet, c'est une sorte de réseau mental qui partage dans le monde entier. Sinon, dès qu'ils sont coupés du psynet, c'est mortel. Donc voilà. Et en gros, c'est une des figures d'autorité maximale, sa mère, donc elle doit avoir une image irréprochable, et sa fille, qui est sa partenaire de business,
oui, elle doit avoir encore plus une image irréprochable. Donc quand elle commence à faire des affaires avec les changelings, donc le chef des changelings, Léopard, commence à se rapprocher d'elle, il est pas du tout dans la retenue et elle sait pas comment se réagir à ça. Et c'est comme ça que se créent des relations. Donc au cours de tous ces tomes, il y a des relations entre changeling et psy, entre changeling et changeling, mais de meutes et de troupes différentes. Il y a entre humains et changeling, humains et psy. Et c'est à chaque fois en fait un peu dangereux dès que les psys sont impliqués parce que c'est pas très légal, ils sont pas censés ressentir des émotions et ils peuvent tout simplement se faire envoyer en, on va dire, l'équivalent d'un asile psychiatrique où ils se sont transformés en légumes, où les changelings même parfois ils aiment pas les psys, donc c'est vu comme une trahison de kiffer une psy. Et les humains, eux, comme c'est on va dire les maillons faibles des trois espèces, puisqu'ils n'ont pas les capacités mentales ni les capacités physiques, ils peuvent littéralement se faire tuer par n'importe qui. C'est aussi le côté méfiance qui règne. Et en même temps, le but de toute la saga, c'est de voir comment on va finir par réussir à faire en sorte que tout le monde s'entende. Et moi, ça m'a beaucoup passionnée. J'ai hâte de lire les prochains tomes, évidemment. Ce qui me plaît, c'est donc les interrelations, le fait que, en fait, en plus, on voyage parce que c'est pas que en Amérique, comme souvent dans les séries littéraires anglophones. Par exemple, il y a des séries, on a une meute à un moment donné, on est en Russie, on a une troupe, on est en Russie aussi. Il y en a d'autres, c'était dans l'océan Pacifique, il y en a d'autres, c'était dans un espace chaud et humide, dans un autre c'était dans un espace plutôt neigeux, montagnard et tout ça. Donc en fait on est dans plein de lieux différents, on suit des personnages différents, avec des enjeux différents, mais en même temps toujours c'est le même univers. Donc on a des petits personnages des tomes précédents qui font une petite apparition et tout. Et c'est franchement ce qui me plaît beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué, j'adore les séries dans le sens où j'aime avoir la continuité des personnages, le développement des personnages, des relations et autres. Parce que sinon si c'est qu'un seul tome, souvent j'ai l'impression que c'est pas complètement fini en fait. Alors si, il y a des tomes qui sont très bien tout seuls, mais parfois je me dis ah ça aurait été cool qu'on ait la suite. Mais des fois aussi c'est comme les bons films, hein. Quand il y a une suite, la suite est moins bien. Mais là, je vous parle de séries où en fait, justement, je dirais le premier tome est plutôt bien. Et au fur et à mesure, on a des tomes qui sont de mieux en mieux. Le tome, je crois, 10 de la série, c'est mon préféré, je l'adore. C'est des personnages que j'ai vu littéralement évoluer en tant que personnage secondaire, qui se rapprochaient, mais qui se détestaient. Et j'étais en mode, c'est pas moi, je suis pas folle, il y aura un truc entre deux, c'est pas possible. Mais comme ça fait depuis 10 livres que c'est sur en longueur, tu te dis bah non, parce qu'il y a aussi le système des âmes sœurs dans les livres. Et à chaque fois, en fait, ils rencontrent leur âme sœur, alors que c'est pas forcément la personne idéale, vu que l'une est psy, l'autre est changeling et autres. Et en gros, c'est tout un phénomène qui est beaucoup mieux que dans Twilight, imaginons. Les âmes sœurs sont vraiment genre reliées, ressentent les émotions l'un de l'autre, et ça fait que moi je kiffe à fond ce genre de truc surréaliste de l'amour. Et justement c'était un peu redondant du coup à force de, quand on a lu au bout de je sais plus combien de tomes, que à chaque fois c'est qu'ils trouvent leur âme sœur, ils sont en mode ah mais tu es mon âme sœur en fait. Et bah finalement au bout du 10e tome, justement, comme ils se connaissent depuis un moment, on se dit bah c'est pas possible qu'ils soient âme sœur. En plus lui il a déjà eu une âme sœur, donc comment il a pu manquer ça ou quoi. Et ensuite aussi le tome 11, celui qui suit juste après, je me rappelle pour une fois, c'était pas des âmes sœurs, c'était quelqu'un qui par exemple son âme sœur était déjà prise, donc il est en mode je suis malheureux, et elle est en mode je veux plus jamais être en relation avec qui que ce soit, et il se passe un truc entre deux parce que voilà ils se soutiennent et tout. Et donc ça avait fait du bon changement. Donc finalement, même quand on pense que c'est redondant, il y a du changement. Donc moi c'est pour ça que je vous la recommande fortement. Encore une fois, c'est un engagement long si on se lance dans cette série. Quoique vous pouvez vous arrêter dès le tome que vous voulez, c'est juste si vous êtes intéressé par tout ce qui est le monde et les relations politiques et autres entre toutes les trois espèces. Oui, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout parce que même moi là je suis pas satisfaite, je veux savoir jusqu'au bout comment ça va se finir cette histoire. Et en même temps, si vous êtes trop saoulé de la longueur, vous pouvez vous arrêter n'importe quand puisque chaque tome c'est une nouvelle histoire, donc en soi c'est tranquille. Et moi je dis, franchement c'est difficile de pas s'accrocher à l'histoire. Il y a plein de gens qui les ont lus et s'arrêtent surtout sur les 2 ou 3 premiers. Alors je dis pas que c'est affreux comme lecture, au contraire ils sont sympas, mais il y a, oui en effet, le meilleur est à venir après cela. Donc c'est pour ça que moi je dis,
il faut rester jusqu'au bout. Après, si vous n'avez pas envie de vous engager dans un truc aussi long, ça paraît logique. Mais en attendant, je vous le dis, vous passez à côté de quelque chose. Donc, si vous ne connaissez pas, encore une fois, ce sont des romans que je recommande sans hésitation. Vraiment. Donc sur ce, moi je vais retourner à ma liseuse. J'ai à peu près tout abordé sur Psychangeling, la sélection et l'école du bien et du mal. Désolée s'il y a des moments donnés où vous comprenez pas trop ce que je dis. J'ai l'impression que mon nez est en train de s'enrhumer. Enfin, j'ai le nez qui est en train de se boucher, donc je suis en train d'être enrhumée. Donc ça va faire des sons un peu chelous, désolée d'avance. Vous faites de bonnes lectures mes petits cocos et à la prochaine. Bye.